Salutez les amis, c'est Jesse Baggy et bienvenue sur One Piece Révélation. Je suis heureux de constater que ma théorie sur Zunisha et le siècle oublié que j'avais fait il y a 3 ans se confirme grâce au chapitre 1040 de One Piece. Je vous apporterai toutes les preuves en images, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Cette première partie de spoil est considérée comme la partie 1 de la vidéo. Lorsque le chapitre sera au complet, je vous ferai la partie 2. C'est pour cela les amis que je vous demande de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Au passage, je tiens à vous remercier du fond du cœur parce que nous avons atteint la barre des 1500 abonnés. C'est juste de la folie pour la simple bonne raison, c'est que je n'ai fait que 10 vidéos. Nous allons prendre sereinement la direction des 2000 abonnés, donc n'hésitez pas, aux petits nouveaux, de cliquer sur le like et de vous abonner, ça me fait un bien fou. Je vous remercie d'avance. Mesdames et messieurs, veuillez dérouler le tapis rouge pour accueillir comme il se doit ce fabuleux chapitre 1040 de One Piece, dans lequel il est question de Big Mom, sa défaite et sa future réapparition. Cela va déplaire à beaucoup de personnes, mais je pense fortement qu'il n'y aura pas d'arc d'Elbaf avec Big Mom comme antagoniste principal. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo et vous aurez les preuves que l'arc d'Elbaf n'existera pas. La seconde partie du spoil du chapitre 1040 de One Piece est d'une grande folie. Mesdames et messieurs, d'incroyables révélations sur le siècle oublié seront dévoilées, puisqu'elles sont en lien direct avec Zunisha et Momonosuke. Entrons dans le vif du sujet et analysons ensemble le chapitre 1040. Une fois n'est pas coutume, j'attends avec impatience une masterclass de Big Mom depuis 5 ans. Et ça vous êtes au courant, je n'arrête pas de le répéter. Mais c'est chose faite, mesdames et messieurs, puisque Big Mom s'est enfin fait détruire par Kid, Hello, et c'est confirmé. Non, je plaisante les amis. La seule masterclass est d'avoir battu Niji et Yonji, puisque Oda revient dessus via les mini-aventures. De ce fait, je demande à tout le monde un tonnerre d'applaudissements pour Big Mom et sa victoire face à Niji et Yonji. Car c'est bien la première fois qu'elle remporte une bataille. Bravo l'empereur des 4 mers. Comme un symbole, ces mini-aventures ont été faites pour glorifier Big Mom afin de redorer son image après les humiliations qu'elle a subies par les Mugiwara à World Cake Island, après que King les balançait au fond de l'océan, après que Queen les mise KO, enchaînés, capturés, et après que Law et Kid l'aient vaincu. Il n'y aura pas de transition puisque le chapitre démarre sur la puissance dévastatrice des attaques de Kid. Ce dernier tire des rafales de rayons électromagnétiques sur l'empereur. L'attaque est si puissante que Big Mom traverse tous les étages d'Onigashima. Les déflagrations emportent tout sur leur passage, si bien que Kazambu et l'ensemble des explosifs chutent avec Big Mom en direction de Wano et plus précisément vers le trou créé par l'eau. Ne pouvant pas riposter parce que trop blessé, Big Mom rassemble ses dernières forces, essaie désespérément de prendre l'espérance de vie de tout ce qui l'entoure afin de se régénérer. C'est alors que l'eau lui coupe l'herbe sous les pieds, l'empêchant de se soigner. Impuissante, et voyant sa fin arriver, elle repense avec regret aux actions inachevées de sa vie et à son rêve brisé. Le One Piece, où es-tu? Le One Piece, qu'est-ce donc? C'est alors qu'elle regrette que Roger ne lui ait pas révélé ce secret. C'est dans son dernier souffle et un regain d'orgueil que Big Mom dira à Kid Hello qu'elle ne mourra pas facilement. Un éclat éblouissant, illuminant le ciel de Wano, une explosion à la hauteur de cette femme, brillante comme les étoiles, haute en couleurs, aussi bien dans sa folie gustative que dans sa folie de mettre au monde d'innombrables enfants, faisant de son royaume une chambre de petites filles, mélangeant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, faisant de son royaume un monde utopique dans lequel toutes les races de la terre vivraient en paix, et peu importe la couleur de peau. C'est dans une vie remplie d'artifices qu'elle a tenté de cacher une noirceur enfouie depuis son enfance. À l'image de sa vie, son air prend fin dans une explosion de couleurs. Tu es cette bougie qui s'éteint sur le gâteau. Tu ne fus que cet éclat furtif dans le ciel, comparé à celui qui illuminera le monde à jamais de toute sa lumière lorsqu'il atteindra le One Piece. Vous l'aurez compris, c'en est fini pour Big Mom. De toute évidence, elle est KO. Sans l'intervention de Kid Hello, elle n'aurait pas été emportée par les explosifs. Le mérite revient donc aux Supernova. Beaucoup diront que la victoire n'est pas méritée, de la même façon que Luffy n'avait pas mérité sa victoire sur Doflamingo ou sur Katakuri. Le fait est que le résultat est le même.
Par ailleurs, si vous ne l'avez pas compris, Oda joue sur cette ambiguïté pour créer les débats afin que les fans restent actifs. Et surtout pour que les produits dérivés se vendent. Si Big Mom, Katakuri ou Doflamingo sont à l'image de Spandam, qui achètera les produits dérivés? Honnêtement, personne. À l'image d'un NR, Crocodile, Lucci, Moria, Katakuri ou Doflamingo, Big Mom est juste KO. Forcément, on croisera à nouveau sa route. Du coup, l'empereur n'avait pas besoin de dire qu'elle ne mourra pas puisque Oda ne tue pas les antagonistes. Les seules morts possibles dans One Piece sont du côté des gentils, puisque leurs morts servent à la progression du personnage principal. Les amis, je souhaite revenir sur un débat qui s'élève dans One Piece depuis quelque temps concernant l'apparition de Big Mom dans l'arc d'Elbaf. En termes de timing, on arrive dans le sprint final, puisque One Piece s'achèvera aux alentours du chapitre 1200. Il reste peu de temps pour conclure le combat entre Luffy et Kaido, sachant que Wano n'est pas prêt de s'interrompre avec l'arrivée du gouvernement mondial. Alors que d'autres intrigues s'ouvrent au même moment, notamment avec l'apparition de Zunisha, ou même de la faucheuse, pire encore, Fukurokujo et Orochi sont encore debout, preuve que ces personnages auront une importance pour la suite de l'histoire, alors que ces deux antagonistes sont complètement hachés et tout le monde s'en fout de leur combat. Il faut juste comprendre qu'une course contre la montre a commencé, puisque le gouvernement est entré en action. Barbe Noire est également entré en action. Zunisha s'est mis en marche, alors que ça fait 800 ans qu'il dort. Du coup, il faut comprendre que la dernière grande guerre a déjà commencé. Elle se déroule maintenant sous nos yeux, et le conflit se déplacera d'île en île jusqu'à atteindre le sommet de Marijois. Cette guerre débutera à Wano, elle sera suivie sur Elbaf, Gold Valley, Roadstar et même Loge Tail, puis se conclura à Marijoise au sommet de Redline. En 150 chapitres restants, il faut détruire le gouvernement mondial, l'équipage de Barbe Noire, faire la guerre contre le fameux ennemi légendaire que Oda a annoncé comme le pire ennemi de Luffy, monter sur Marijoise pour vaincre Im-sama et le Gorosei, sans oublier qu'il faudra introduire l'homme le plus mystérieux au monde, qui n'est autre que Vegapunk, et introduire la fameuse famille Dédé, cachée quelque part dans ce monde, cette fameuse famille que Doflamingo a annoncée depuis Dressrosa. Et en parallèle, il faudra combattre une troisième fois Big Mom. Pour moi, c'est un non-sens. Il n'y a aucun intérêt scénaristique puisque Big Mom est vaincu à Wano et qu'elle perd son statut de grand empereur. Kaido et Big Mom sont tombés, leur défaite ouvre la voie au One Piece. Kid veut le One Piece, Luffy veut le One Piece, Barbe Noire veut le One Piece. Une course contre la montre est engagée pour atteindre Loge Tail. Et en parallèle, nous avons les soldats de la marine, accompagnés des amiraux, les soldats du gouvernement mondial, accompagnés des nouvelles machines de guerre créées par Vegapunk, ainsi que Im-sama, accompagné du Gorosei, pour empêcher tout ce beau monde de découvrir le One Piece. À mes yeux, le combat Big Mom et Luffy, c'est de l'histoire ancienne. Il y a des ennemis plus forts et plus redoutables qui feront bientôt leur apparition. Et tout ce que je viens de citer doit être réalisé en 150 chapitres. À titre de comparaison, Wano a atteint les 131 chapitres et ce n'est toujours pas terminé. Au final, il n'y a pas la place pour réintroduire Big Mom une troisième fois. Mesdames et messieurs, passons à la dernière partie du chapitre, dans lequel Momonosuke annonce que Zunisha est le Nakama de Joy Boy et qu'il a commis un crime il y a 800 ans. Les amis, cette info est juste incroyable. Cela correspond à tout point à l'idée que je m'étais fait concernant Joy Boy. Son but étant de réunir tous les peuples humanoïdes pour leur offrir la liberté. Puisqu'il souhaitait sortir les hommes poissons pour les mener à la surface. Il souhaitait aider les Lunariens, raison pour laquelle King voya en Kaido la réincarnation de Joy Boy. Je suppose que Joy Boy a dû promettre une paix et une liberté à tous les humains, ce qui a fortement déplu au Tenryubito. Dans mes nombreuses théories, j'évoque le fait que la dernière partie de Grand Line est habitée par des races humanoïdes, telles que les Minx, les géants, les Tontata, les hommes aux bras longs, les autres aux jambes longues, les hommes poissons, les Lunariens. Tout ce beau monde est prisonnier entre Red Line, Calm Belt et les monstres marins qui y résident. À mes yeux, ce sont les Tenryubito qui les ont délibérément écartés en les enfermant dans la dernière partie de Grand Line. Le but de Joy Boy est de libérer les races opprimées et de créer un monde libre. Quant à Zunisha, il a le pouvoir de transporter des pays. C'est ce qu'il devait faire avec le Noah concernant les hommes poissons. La preuve, c'est qu'il porte sur son dos l'île de Zou. Il y a de fortes chances qu'il y a 800 ans, toutes les îles formant Wano étaient éparpillées dans les 5 grandes mers. Et c'est Zunisha qui les réunirent sur la dernière partie de Grand Line, dans un endroit quasiment inaccessible et très dangereux d'accès, pour les couper du monde.
Selon ma théorie, lorsque Wano était éparpillé à travers le monde, ils avaient un rôle de protection des nations, comme les Uchiwa dans Konoha, une forme de police des mers. Malheureusement, je n'ai pas de preuves pour appuyer cette théorie, mais il doit bien y avoir une raison logique pour que les samouraïs soient divisés en plusieurs pays à travers le monde. Le 5 décembre 2019, j'ai théorisé de manière logique que Zunisha avait commis un crime. J'avais également théorisé que sa rédemption coïnciderait avec l'apparition de l'homme de la prophétie, qui n'est autre que Luffy. Évidemment, voici en image la preuve de ma théorie. Vous pouvez la consulter sur mon compte Twitter et là sur votre écran. Le 5 décembre 2019, j'ai eu une vision du futur, puisqu'il me paraissait bizarre que le terme contrat soit mis en avant pour désigner Zunisha. Dans ma logique de pensée, elle est désignée comme une créature errante, comme si qu'il avait été expulsé et qui pourrait revenir parmi les siens une fois sa faute pardonnée. Donc j'ai compris qu'il avait fait une faute grave, à l'image d'un enfant qu'on punit en l'envoyant au coin. Selon ma théorie, que vous avez vue sous les yeux, sa rédemption coïncide avec l'arrivée de l'homme de la prophétie, et Zunisha serait capable de le reconnaître. Grâce au chapitre 1040, cette théorie se confirme, puisque Zunisha s'est réveillé et s'est mis en action après sa rencontre avec Luffy et Momo. Par ailleurs, Zunisha était le Nekama de Joy Boy. De ce fait, il est le mieux placé pour reconnaître en Luffy le digne successeur de la volonté de Joy Boy. Il y a une chose hyper importante à révéler, c'est que Zunisha est un transporteur d'îles. Il est plus qu'évident que le fruit du démon du dragon est capable de transporter des îles. On en a la preuve avec Onigashima. Oda ne laisse rien au hasard. Ce n'est pas hasard si le gouvernement mondial a tenté de copier ce fruit du démon. À l'heure actuelle, Momonosuke remplit à la perfection le rôle de Zunisha et que Luffy remplit à la perfection le rôle de Joy Boy. Pour Zunisha, la prophétie est en train de se réaliser et personne sur Terre ne connaît mieux Joy Boy que Zunisha. C'est la raison pour laquelle Zunisha s'est réveillé. Luffy et Momo sont complémentaires, comme l'ont pu l'être Zunisha et Joy Boy. J'ai une autre théorie concernant Zunisha, que j'ai également écrit le 5 décembre 2019. Elle est directement liée à Dressrosa. Lorsque Zoro découpa Pika, il parla de Chiliocosme. Dans le bouddhisme, le Chiliocosme fait référence à un amas de monde auquel se trouve à son centre une montagne. Cette montagne est au centre du monde. Cette montagne se nomme Sumeru, est habitée par des dieux, mais qui ont été vaincus lors d'une guerre, puis expulsés dans les mers. Ces dieux déchus sont par la suite devenus des démons appelés Ashura. Nous pouvons constater que dans One Piece, Marie-Joise se trouve au sommet du monde et qu'elle-même est entourée de mer. Lorsqu'on a appris que les Lunariens étaient les anciens habitants de Marie-Joise, alors j'ai tout de suite fait le rapprochement avec ma théorie. Ce qui m'intrigue dans Dressrosa, c'est qu'il y a un personnage se nommant Milo, qui peut être traduit par le chiffre 1000. Le seul être dans l'univers de One Piece auquel on peut associer le chiffre 1000, c'est Zunisha, parce que Zunisha existe depuis une dizaine de siècles. Par ailleurs, Milo était transformé en jouet par Sugar, portant le nom de One Poko, ce qui peut être traduit par One Piece. Les couleurs bleues de ses habits sont aux couleurs du logo de One Piece. Autre fait troublant, sur l'œil droit de One Poko est dessiné un X, ce qui représente à la perfection la première lettre de One Piece avec sa tête de mort, mais qui peut être aussi représenter le centre du monde puisque le haut de One Piece avec sa tête de mort est semblable à une cible. De ce fait, tout indique que Marie-Joise est ciblée comme le centre du monde. Ce qui conforte mon hypothèse, c'est que le hasard avec Oda n'existe pas et que l'arc Dressrosa est gouverné par un ancien habitant de Marie-Joise. Vous l'aurez compris, il s'agit de Doflamingo. N'oublions pas que Marie-Joise cache un trésor secret. Tous ces indices portés par Zoro lors de son attaque sur Pika, portés par One Poko puis par Milo, convergent vers Zunisha et Marie-Joise. Comme je l'ai évoqué en début de vidéo, la dernière quête des Mugiwara se trouve sur Marie-Joise pour le combat final. Tout porte à croire que Zunisha doit s'y rendre. Zunisha peut être un transporteur d'îles et un destructeur d'îles. Est-il une arme antique? Telle est la question. Est-il un humain ayant mangé un fruit du démon? Ou est-ce un monstre marin ayant mangé un fruit du démon? Est-ce lui-même le fruit légendaire évoqué par le gouvernement mondial? Pour le moment, on ne le sait pas. Il me semble possible qu'il ait trahi Joy Boy, raison pour laquelle il est condamné à traverser les océans sans but. Est-ce lui le fameux ennemi légendaire et le plus puissant que Luffy aura à combattre, comme l'a énoncé Oda lors du Fiesta Jump 2018?
Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je ferai une deuxième partie lorsqu'on aura le chapitre au complet. Si ma théorie vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Jesty Baggy